Abidjan grandit. Elle construit, elle attire, elle s'étend, mais à quel prix? Aujourd'hui, se loger dans la capitale économique est devenu un véritable parcours du combattant. Les loyers explosent. Les cautions dépassent parfois toute logique. Des familles consacrent une grande partie de leurs revenus à un simple toit. Des jeunes actifs peinent à s'installer. Des étudiants s'éloignent toujours plus du centre-ville. Pourtant, des lois existent pour encadrer le marché. Mais sur le terrain, elles semblent souvent contournées. Alors, qui contrôle réellement les loyers à Abidjan? Pourquoi les prix ne cessent-ils d'augmenter? Et surtout, quelles solutions concrètes pour soulager les Ivoiriens? On en parle maintenant. Ça me rassure d'entendre que dans ce tour de table, vous avez pu le remarquer, tout le monde est unanime sur les causes réelles du problème. Et les causes réelles du problème aujourd'hui, c'est le déficit que connaît notre pays. Et je pense que si on est tous unanimes sur les causes de ce problème, évitons de faire comme l'apprenti médecin qui casse le thermomètre plutôt que de soigner la fièvre. Aujourd'hui, je pense que l'État, et c'est ce que nous avons commencé à faire déjà, l'État doit investir davantage dans la production de logements sociaux. Vous savez, tout à l'heure, je n'ai pas voulu faire l'historique de la politique de l'habitat. Ce serait peut-être un peu long, mais permettez-moi de rappeler qu'on parle très souvent de l'époque glorieuse, donc de la politique de l'habitat avec la période Sikoji, Sogefia, location-vente, etc. Ces programmes-là ont pris fin dans les années 94. Donc, depuis les années 94-95, il n'y a plus d'investissement public dans le secteur de l'habitat. Depuis les années 94-95. Donc depuis 30 ans. Jusqu'à ce que le chef de l'État, quand il arrive en 2011, comprend qu'il fallait agir dans ce secteur-là. Et c'est de là qu'est né le programme présidentiel de logement socio-économique qui a commencé, dans les premiers programmes autour des années 2014-2015. Donc il y a eu quasiment 30 ans d'inaction dans ce secteur-là. Et vous comprenez, les spécialistes vont vous le dire, un secteur comme l'urbanisme ou le logement, 1 an d'inaction de l'État, il vous faut 3 à 4 ans pour rattraper le coup parti. Donc imaginez ce que cela devra prendre comme temps pour rattraper 30 ans d'inaction dans ce secteur-là. Donc je pense qu'il est bon de rappeler d'où nous venons et où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, l'époque glorieuse dont nous parlions, nous étions à peu près à 5 000 logements par an à cette époque. 5 000 logements par an. Aujourd'hui, grâce aux efforts de l'État, nous sommes aujourd'hui à peu près, dans le cadre du programme de logements sociaux uniquement, autour de 6 000 à 7 000 logements par an. Donc nous avons quasiment, en termes de capacité de production, rattrapé ce que nous étions capables de faire dans les années 60, 80, même si, bien sûr, nous comprenons que ce soit difficilement perceptible par les populations, parce qu'entre-temps, il y a eu l'effet de la pression démographique, il y a eu l'effet de la croissance urbaine, etc., comme on vient de l'expliquer tout à l'heure, qui relativise cette forte capacité de l'État aujourd'hui, qui est montée en puissance au fil des années. Mais cela dit, je pense qu'il est important aussi de rappeler que dans ce contexte que nous venons de décrire, l'action de l'État ne doit pas se faire tout seul. L'État agit, l'État met en place le cadre, l'État met en place les facilités, l'État même fait mieux aujourd'hui, l'État construit à travers le programme de logement socio-économique, mais le secteur privé doit pouvoir jouer sa part également. Parlons-en. Tout à l'heure, nous avons parlé des déterminants du coût du logement. Nous avons cité le foncier. Nous avons cité, mais le foncier déjà, vous vous rappelez le foncier. Qui vend le foncier en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas l'État. C'est le secteur privé qui vend le foncier. Ce sont les communautés, ce sont les lotisseurs, etc. Donc ce n'est pas l'État. On a parlé tout à l'heure du financement. Mais qui finance le secteur aujourd'hui? Ce sont les banques. Les banques commerciales sont réglementées avec un cadre spécifique. Les taux d'intérêt aujourd'hui des banques. Je pense que je ne ferai pas je n'informerai personne sur la situation des taux d'intérêt des banques, de la maturité des crédits, etc. Donc, vous dites, il y a la question du financement, la question des matériaux de construction. Même si ce point, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits. C'est des matériaux aujourd'hui qui sont suivis par le ministère du Commerce, que ce soit le ciment, le fer à béton. Donc, un certain nombre de matériaux aujourd'hui qui sont suivis et qui font l'objet d'un plafonnement. Mais vous avez un certain nombre de déterminants de ces coûts-là. Et quand on parle d'encadrement de loyer, je voudrais que chacun puisse, en même temps, se dire, on n'encadre pas les loyers si on n'a pas encadré, en fait, tous ces déterminants-là. Voilà. Encadrer le loyer revient à dire encadrer le coût du foncier, encadrer le coût de financement, encadrer le coût des matériaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je pense qu'aujourd'hui, de notre point de vue, en tant que ministère de la Construction, et c'est pour cela que notre position ici, c'est une position d'équilibre. C'est une position d'équilibre parce que nous avons commencé déjà à agir pour le bien des locataires. Nous l'avons fait déjà avec le plafonnement des cautions, le plafonnement des avances de loyer, etc. Sur le plafonnement des cautions et des avances de loyer, est-ce que vous avez des moyens de contrôle? Aujourd'hui, nous contrôlons. Je vous le rappelle, aujourd'hui, dans les premières heures, les premiers mois, les premières semaines qui ont suivi donc cette loi, nous étions à quasiment plus de 100 appels ou 100 dossiers reçus par jour. Des dossiers concernant de manquements de bailleurs sur la question des mois d'avance de loyer. Aujourd'hui, par mois, nous sommes à maximum 1 ou 2 plaintes que nous recevons dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même une évolution positive dans le secteur. Et c'est à saluer, puisque aujourd'hui, avec l'effort du gouvernement, avec l'effort des bailleurs, avec la sensibilisation que nous avons menée, mais aussi avec les sanctions, parce qu'il faut le dire, ce n'est pas seulement que la sensibilisation que l'État a mis en place, il y a aussi des sanctions qui ont été mises, puisque l'État aujourd'hui impose que nous puissions prélever jusqu'à 3 fois le trop perçu
lorsqu'un bailleur excède donc, ces 2 mois d'avance ou ces 2 mois de caution. Mais pour chuter sur mon idée, c'est dire quoi? C'est dire qu'aujourd'hui, il y a un contexte qui est en place. L'État mène des actions à travers notamment les projets de logements sociaux, etc. Mais le secteur privé doit pouvoir également jouer sa part. Et je pense que ce plateau aurait pu être élargi même aux consommateurs, aux banquiers, aux notaires, etc. On a prévu une série d'émissions où nous aurions eu certainement le même diagnostic. Et je pense que c'est ensemble, main dans la main, que nous devons pouvoir construire un secteur de logement plus juste, notamment pour les plus faibles. L'État a commencé notamment aujourd'hui avec les logements en location-vente. Cela a été rappelé tout à l'heure par l'honorable, les programmes d'urgence de 25 000 logements. C'est un projet qui a démarré aujourd'hui avec les 2000 premiers appartements qui ont déjà démarré. Qui sont les bénéficiaires? Justement, les bénéficiaires vont être les ménages les plus pauvres. C'est-à-dire? Ce sont les ménages qui auront moins de 400 000. Ce sont les ménages de revenus mensuels. S'il vous plaît, laissez-le terminer. Je précise, parce que l'idée, vous savez, des programmes de logement, location-vente est venue d'un constat qui est simple. Le programme de logement social, dans sa phase initiale, il visait l'accès direct à la propriété. Et je l'ai dit sur ce plateau, même si vous faites un logement à 5 millions de francs CFA, aux conditions actuelles du crédit bancaire, il n'est pas possible pour un ménage du secteur informel d'avoir accès à ces logements. Ce n'est pas possible. Donc, en fait, la vraie réalité, c'est que ce n'est pas le coût du logement le problème. L'État n'a pas de moyens, justement, d'imposer sa volonté au secteur bancaire. Ce n'est pas le coût du logement lui-même le problème. C'est les conditions d'accès le problème. La facilité que l'État donne à un ménage du secteur informel, compte tenu des caractéristiques de revenus, de conditions de vie, d'avoir accès à un logement, c'est cela qui fait de ce logement un logement social. Et c'est pour ça que pour nous, nous avons misé sur la location-vente pour faire en sorte que ces ménages-là qui, tout compte fait, payent un loyer où ils vivent aujourd'hui, puissent, dans les conditions actuelles de vie, bénéficier d'un logement dans un cadre plus décent et qu'ils puissent payer un loyer sur 25, sur 30 ans pour en devenir propriétaire. Nous avons même fait en sorte que ce programme puisse aussi toucher la location simple. Parce qu'aujourd'hui, il faut pouvoir le dire, tout le monde ne peut pas être propriétaire. Et je pense que l'État doit pouvoir aussi le faire entendre à nos populations. D'accord. Et il est important que nos populations puissent comprendre que l'État travaille. L'État fait en sorte qu'il y ait une offre de logement en location-vente, en location simple, mais il reviendra aussi au secteur privé de faire les efforts qu'il faut, notamment en matière de vente de foncier, en matière de financement, pour faire en sorte que cet équilibre-là puisse être trouvé dans le Absolument, d'accord. Docteur Banga, je vous donne la parole tout à l'heure après l'intervention de monsieur. J'espère qu'il est encore avec nous. Monsieur Aboubacar Ramadan, qui nous appelle d'Abata. Est-ce qu'il est là? Je suis là. D'accord. Alors vous, la complexité de la fixation des tarifs des loyers a un lien avec le crédit bancaire qui souvent met une pression aux propriétaires. Nous vous écoutons. En fait, Ali, il faut savoir qu'en matière de construction, pour être propriétaire, il y a énormément de paramètres. Déjà, moi, j'ai été, dans une vie antérieure, journaliste à Douablé FM à Anibleco. Lorsque le programme des logements sociaux a été lancé, Anibleco devait bénéficier de 250 logements. Tu pourrais souscrire où tu voulais en Côte d'Ivoire. Allez, je peux vous dire qu'il n'y a pas une personne qui a souscrit pour Anibleco. Tout Anibleco a souscrit pour avoir des maisons à Abidjan. Le réel souci, c'est que tout le monde veut habiter à Abidjan, et pas partout à Abidjan, mais à Cocody. Et là, la réalité, elle est là. Cocody coûte cher. Cocody coûte cher dans la mesure où le monsieur, on va lui demander une maison staffée, une maison avec un certain confort. S'il met la maison à 100 000 francs, il ne peut pas s'en sortir. Et déjà, il faut savoir que la plupart de ceux qu'on appelle propriétaires, ce sont des hommes et des femmes qui ont pris leur salaire, qui l'ont investi, qui se sont privés de beaucoup de choses pour pouvoir être propriétaires. Donc, il faut un retour sur investissement. Souvent également, c'est des prêts bancaires. J'ai peut-être 500 000 le mois, je vais m'entendre avec le banquier pour pouvoir bâtir un immeuble. Mais allez, si je fais un immeuble peut-être à 300 millions, la rentabilité, c'est sur peut-être 25 ans. Parce qu'il y a les locataires qui ne payent pas, il y a les impôts, il y a la fosse septique à vider, il y a toutes les réparations au bout de 10 ans qu'il faut faire sur l'immeuble. Donc c'est à l'État de faire des logements et de décentraliser pour que les gens aient des raisons de rester à l'intérieur du pays. Et que tout le monde ne veuille pas venir à Cocody. Sinon, à Yopougon comme à Nyama et autres, il y a des maisons. J'aimerais terminer pour dire que 2 mois de caution, c'est bien et c'est à encourager. Mais Ali, il y a des petites maisons qui coûtent 35 000 francs. Quand le monsieur veut rentrer, il paye 2 mois de caution. Après, il dit non, coupé dans ma caution, il ne veut plus payer le loyer. Il met la maison dans un état dégradé, avancé. Les 70 000 francs ne peuvent pas faire la réparation. Lui, il s'en va. Le prochain locataire qui vient, il faut réparer, tu prends 2 mois avec lui. Mais les 35 000 francs ne vont plus rien faire. Donc, il y a, sur les deux côtés, autant les locataires disent que oui, les maisons sont chères, mais il faut également savoir que les propriétaires sont des endettés et des prisonniers à ciel ouvert, parce qu'ils doivent rembourser la dette. C'est ça qui est la réalité. Donc il faut que le jeu d'équilibre soit des deux côtés. Très bien. C'est un peu ça, M. Ali. Merci beaucoup, M. Aboubacar Ramadan. Merci de nous avoir appelés depuis Abata. Docteur Banga, vous vouliez réagir? Oui, j'ai posé la première partie de ma question, et d'ailleurs le directeur allait dans mon sens sur la réponse. Qu'est-ce que vous appelez logements sociaux? Parce que si vous demandez un ménage de 400 000 francs, c'est déjà,
moi, je pense que l'État doit plus se concentrer sur ce que j'appelle l'amélioration des conditions. Ça nous permet en même temps d'aborder les solutions. Hein. Ouais, c'est-à-dire, la production, pour moi, ça ne doit plus être trop le problème de l'État en tant que tel. Aujourd'hui, le problème de l'État, soit de se concentrer... Quand vous dites la production, vous faites allusion à la construction de logements. Aujourd'hui, le problème de l'État, c'est par exemple, quel mécanisme on essaie de mettre en place pour, par exemple, ceux qui sont dans les secteurs informels, qui ne sont pas éligibles à des conditions de crédit. Est-ce qu'en ce moment-là, on a une banque de l'habitat qui va se spécifier à accompagner ceux-là dans la production? On a une banque de l'habitat. Mais est-ce qu'elle se spécifie à ça? C'est une autre question. Je vous dis déjà qu'on a une banque de l'habitat. Après, si elle le fait ou pas... C'est là que l'État peut être intéressant. Comment l'État fait pour, aujourd'hui, sécuriser, par exemple, la propriété foncière? Parce que l'un des facteurs qui fait que le foncier explose, c'est que le gars, il est là, à partir du moment où il a la CD, il est tellement sûr de sa sécurité foncière, il explose. Tu commences un terrain, tu l'achètes en 2021, il y a des gens qui achètent des terrains en 2020, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore leur ACD. C'est des questions qui vont amener généralement. Moi, là, je suis peut-être assez libéral dans ma façon de penser, mais je pense que le rôle de production, c'est dépassé. 60-70, on ne peut plus le faire. Aujourd'hui, le rôle, c'est pour moi d'être dans l'encadrement, dans la régulation, une régulation qui va permettre justement à une bonne partie des Ivoiriens, notamment ceux qui sont dans les secteurs informels, de revenir, une régulation qui va permettre justement aux propriétaires de pouvoir se contenter des 2 mois parce qu'on aurait des garanties, des choses comme ça pour les accompagner. Le rôle de l'État, pour moi, d'être plus dans l'accompagnement et dans la fiscalité. Fiscalité, punir ceux qui font de la spéculation, punir ceux qui font du jeu, du coup, pour pouvoir maîtriser. Parce que si l'État se met dans la production, ça veut dire quoi? Vous allez mettre de l'argent public, de l'argent de tous les Ivoiriens, qu'une seule partie des Ivoiriens va bénéficier. D'ailleurs, quand vous avez 5 000 logements par an produits par l'État, quand je vous écoute, comment on sélectionne les 5 000 familles qui doivent en bénéficier? Au nom de quoi ça ne serait pas la mienne? Au nom de quoi ça ne sera pas la vôtre, justement? Et dernier point, la décentralisation, on rêve trop. Moi, je pense que la décentralisation, c'est une bonne solution pour désengorger Abidjan, c'est clair. Mais elle fait l'effet inverse dans le temps des logements. Elle envoie plutôt vers une augmentation du coût des logements dans les nouvelles villes, parce que justement, l'offre devient supérieure, vraiment inférieure à la demande à partir du moment où on explose aussi démographiquement dans ces villes-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous accorde paix, santé et réussite dans tout ce que vous entreprenez. N'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. À très bientôt.